Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard social sur Equinox Télévision. Vivre sans voir, c'est peut-être mourir un peu, selon quelques experts. Et donc, la malvoyance et la non-voyance sont des sens en moins chez un être humain au potentiel avéré. Connaître ce handicap dès le bas âge est une double souffrance, non seulement pour la victime, mais également pour son entourage. Ce soir, Regard social se penche sur le sujet pour comprendre les causes et les solutions. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Et pour en parler, ce soir, nous avons choisi quelques cas de différents secteurs, de différents domaines pour comprendre un peu les causes et savoir comment est-ce que ces personnes vivent au quotidien. Ce sont des personnes malvoyantes qui vont d'ailleurs partager avec vous l'expérience qu'elles vivent au quotidien. Et c'est avec Madame Djouko Élise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous n'êtes pas malvoyante, mais vous êtes la maman de Ange Lucrèce, qui est âgée de 12 ans. Oui. Elle est malvoyante. Elle est malvoyante. Elle est née dans cet état? Oui, elle est née comme ça, avec un glaucome congénital. Okay. Ce qui a été déclaré à l'hôpital après une consultation. Oui. 2 mois seulement après sa naissance? 2 mois après sa naissance, justement. D'accord. Nous allons en parler tout à l'heure. Et avec vous également sur ce plateau, Dejo Florandel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Merci vous beaucoup. Vous êtes également malvoyante, mais élève et maîtresse en même temps. Bien sûr. Comment vous avez fait? Bon, après mon baccalauréat, j'ai d'abord décidé de faire une formation pour pouvoir parfois, je ne sais pas comment je vais dire ça, un peu m'assumer d'une part. Parce que vous-même, vous voyez, les non-voyants aujourd'hui n'arrivent pas beaucoup à s'insérer dans la société. Et alors donc, j'ai pensé qu'en commençant par être maîtresse, je peux travailler et commencer à peut-être payer ma scolarité pour l'université moi-même. D'accord. Vous êtes née malvoyante? Non, mais ça fait quand même déjà beaucoup longtemps. Donc, vous êtes née normalement, mais c'est au fil des ans que vous avez connu le mal. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Le temps d'acquérir également Guédam Christelle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous également, vous êtes malvoyante ici? Oui, je suis malvoyante depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. D'accord. Vous êtes en quête d'emploi? Oui, exactement. Oui. Voilà. Vous êtes née comme ça aussi? Bon, non, je ne suis pas née comme ça. Je suis souffrante d'une rectinie pigmentaire, donc une maladie qui se développe au fur et à mesure. Voilà. Et à quel moment on a pu déceler le mal? Bon, depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Oui. Et au fur et à mesure, la maladie, ça grandit. Et puis, bon, vers la fin, je serai complètement non-voyante, mais avec le temps, je m'en sors quand même. Ce sont vos parents qui vous l'ont appris qu'au moment où le mal a été décelé, ça avait commencé comment? Racontez-nous un peu. Bon, juste un jour, j'étais assise comme ça, j'ai commencé à voir subitement flot. Et après, je ne parvenais plus à lire normalement. Et lorsqu'on m'a amené à l'hôpital, on nous a fait comprendre que je ne souffrais de rien, mais je savais que ça n'allait pas. Parce que je ne parvenais pas à distinguer les images et des personnes. Et au fur et à mesure, la maladie, ça grandissait. Et puis, ça fait un bon nombre de temps qu'on a découvert que j'étais souffrante d'une rétinite pigmentaire. Oui. Et le traitement, vous l'avez commencé ou vous avez carrément arrêté parce que vous savez déjà de quoi vous souffrez? Bon, il est bien vrai qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. On doit juste l'accepter comme ça. On prend les angelus pour essayer de ralentir la maladie. Mais il n'y a pas de traitement pour cette maladie vraiment. D'accord. Alors, Florandel, c'est le cas avec vous. Racontez-nous comment est-ce que ça s'est arrivé. Vous aviez quel âge à l'époque? Bon, j'étais encore très très petite. Bon, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est du mystique en fait, c'est pas de la maladie. C'est du mystique. Qui l'a dit, vous-même ou alors ce sont les docteurs. Ce sont les docteurs qui l'ont dit.
parce que nous sommes allés dans plusieurs hôpitaux et puis il n'y avait pas de maladie, rien. Donc là, ils ont donc dit que c'était mystique, que le mieux à faire c'était juste d'aller à l'école, c'est tout. Les médecins ont dit que c'est mystique. Il y a quel examen qui définit qu'une maladie est mystique? Ils ont tout fait les examens, ils n'ont rien vu de maladie dans les yeux. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que... Bon, nous sommes dans plusieurs hôpitaux, on a dit la même chose. Et ils ont dit que la seule chose à faire, c'était d'aller à l'école. Et vous avez choisi faire quelle école? Bon, là, d'abord, j'ai fait l'école primaire à Yaoundé, à l'école Louis Braille. Ensuite, je suis venue à Douala, j'ai fréquenté au collège évangélique, j'ai eu mon baccalauréat. Et je suis allée faire des neiges à Yaoundé, dont j'attends encore le CAPIEM, les résultats, bien sûr. Oui. Alors, dites-nous, racontez-nous un peu votre quotidien, par exemple. Je voulais dire, votre circuit, pas forcément au collège, mais plutôt à l'INIEJ. Comment vous faisiez avec vos camarades? C'était l'harmonie totale ou il y avait des amis, des camarades qui se moquaient de vous? Non, mais dans notre INIEJ, puisque c'était inclusif, donc il y avait plusieurs handicaps. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile, mais avec le temps, ils se sont habitués à nous. Donc, ils nous aidaient par rapport, peut-être, parce qu'à l'INIEJ, on utilise les curricula. Quand peut-être nous sommes en stage, quand il faut préparer une leçon, on regarde les programmes dans les curricula. Et nos camarades nous lisaient parce que vraiment, le curriculum est volumineux. Et puis, on ne peut pas facilement transcrire ça. Ça a d'ailleurs été une grande difficulté pour moi lors de ma formation. Et oui, au quartier maintenant, quel est le regard que les voisins portent sur vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, certains pensent que qui est handicapé, qui veut. Et d'autres, parfois, d'autres se moquent, parfois, bon, d'autres plutôt, ça leur inspire plutôt de la pitié. Vous voyez un peu, chacun a ses idées, sa façon de penser. Vous avez des difficultés, il faut forcément que vous soyez assisté pour vous déplacer? Non, bon, non, nous, on a appris la mobilité. Donc, pour me déplacer, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Il y a la canne, donc je peux facilement marcher avec ma canne sans problème. Mais la plupart du temps, je suis accompagnée. Vous savez, nous sommes à Douala, dans les carrefours, là où les motos circulent beaucoup, il faut tout souvent quelqu'un pour nous faire traverser ou les choses comme ça. Ok. Alors, Élise, votre fille a 12 ans aujourd'hui. C'est depuis l'âge de 2 mois que vous faites le constat. Vous allez à l'hôpital et on vous dit qu'il faut forcément commencer un traitement pour elle. Un traitement qui ne donne pas la solution que vous vous attendez. Pas du tout. Oui, après sa naissance, après la naissance de Ange, à 2 mois, j'ai constaté qu'elle ne faisait pas les mouvements comme tous les autres enfants. Alors je me suis... Excusez-moi. Alors c'est comme ça, je suis allée rencontrer la pédiatre. La pédiatre m'a envoyé rencontrer l'ophtalmologue. C'est après une consultation que on détermine qu'elle a un glaucome congénital. Directement, on l'a mis sur traitement. Chose faite, je n'ai pas traîné à acheter ces colis. Ça n'a pas vraiment été facile parce que les colis coûtent excessivement cher. Travatan, si vous connaissez Travatan, colis, c'est pas moins de 20 000 francs. Et ça, tous les mois. Jusqu'à 9 mois, on m'a demandé de lui faire une opération. Je me suis battue à payer les frais. On a payé les frais d'opération. Elle a été opérée à l'hôpital central de Yaoundé. Je croyais que ça allait aider, mais je constate qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, elle tend vers la cécité. Il n'y a pas eu amélioration. Je voudrais rappeler que vous n'êtes pas venu avec elle sur ce plateau ce soir parce que elle ne l'a pas souhaité elle-même. Elle s'est dit, puisque chaque fois qu'elle sort, on se moque d'elle et elle est restée cloîtrée à la maison. C'est un peu à son habitude désormais. Oui.
Elle se bat à fréquenter, mais c'est pas facile. Parce que chaque fois qu'elle rentre des classes, elle se met à pleurer. Elle dit ses camarades l'appellent l'aveugle. On l'insulte. Et par moment, elle rentre avec la tenue sale. Juste pour un petit moment, elle va tomber. Et chaque fois aussi, quand ses camarades jouent, elle reçoit les coups au niveau de l'œil parce que elle ne voit pas le coup qui vient. Donc, dès qu'il y a un petit, c'est l'œil qui reçoit. C'est l'œil qui reçoit ses coups. Et ça lui fait, elle rentre avec l'œil gonflé et ça lui fait excessivement mal. Comment vous vivez avec elle à la maison? Il vous arrive souvent de lui demander de faire quelques travaux. Est-ce qu'elle parvient? Comme toute maman, j'aimerais voir ma fille m'aider à l'âge de 12 ans. Je n'empêche pas de lui donner des travaux, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Même sur ses vêtements, quand je lui dis, ok, force-toi, tu fais la lessive, tu laves tes vêtements. Mais je reviens toujours dessus parce que les tâches restent toujours. Elle me dit, elle ne voit pas les tâches pour pouvoir les frotter. Donc à la maison, c'est vraiment difficile. La majorité du temps, elle est dans son coin parce que quand on force, elle ne parvient pas. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte souvent? Que ses yeux lui font mal à des moments ou simplement qu'elle est déjà habituée à la souffrance? Les yeux lui font mal par moment. De temps en temps, il y a des semaines où bon, elle est tranquille. Et des semaines où ça coule, ça enfle. Et elle fuit la lumière. Quand ça commence, elle ne peut pas regarder la lumière. Il faut qu'elle reste dans le noir. Donc, quand ces moments arrivent, généralement, elle reste couchée. Florandel, pour vous, c'est déjà une routine? C'est-à-dire sortir, revenir, faire des travaux à la maison, il n'y a pas de problème? Non, non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Vous faites Moi, tout comme les enfants? Oui, je fais tout comme les enfants dits normaux, bien sûr. Donc, moi, je suis déjà habituée. Bon, ce que moi, je peux lui dire, c'est que normalement, si elle était là aujourd'hui, ça devait être plus mieux. Elle vous suit, en fait? Parce qu'on aurait causé, on aurait pris un temps pour causer, même après l'émission. Bon, malheureusement, si elle n'est pas là aujourd'hui, je veux juste lui dire que l'handicap n'est pas... L'handicap, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons de comment naître. Ça arrive, et quand ça arrive, on doit trouver les moyens de surpasser. Nous-mêmes, on doit cultiver en nous. On doit être fiers de nous-mêmes. On doit cultiver en nous l'esprit de solidarité. C'est ce que vous faites? Vous? Bien sûr, bien sûr. Vous particulièrement? C'est ce que je fais. C'est pourquoi je vais lui dire que être handicapé ne veut pas dire que tout est fini pour elle. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait mon CAPIEM avec niveau baccalauréat et je compte continuer d'ici le 15 octobre, comme la rentrée c'est le 15 octobre, je vais m'inscrire à l'université en attendant l'intégration. Bon, ça veut dire qu'elle aussi, elle peut faire ça. Vous voyez, elle peut faire ça. Ce n'est que les yeux. Ce ne sont que les yeux qui sont affectés. En dehors des yeux, là, toute autre chose ça fonctionne sans problème. Donc, je veux dire qu'elle peut encore. Il faut d'abord, pour qu'elle fasse ça, il faut d'abord qu'elle dépasse son handicap. Pour qu'elle puisse y arriver. Se dire qu'elle est comme toute autre personne. Et vous voyez un peu, ça va facilement lui passer. D'accord. Alors, elle vous suit à merveille en ce moment. Donc, elle est à la maison, elle suit la télé, même si elle ne peut pas vous regarder normalement. On sait déjà que, Christelle, c'est dans votre environnement immédiat, par exemple, c'est la même ambiance. Les gens vous regardent comment au quartier où vous habitez? Bon, il est clair qu'à ce propos, je n'ai pas beaucoup de soucis.
parce que je m'en sors comme toute autre personne. D'autant plus que moi, je me suis adaptée avec mon handicap depuis l'âge de 8 ans. Donc, je grandis avec, je fais avec. Parfois, les gens se posent même les questions de savoir est-ce que cette fille-là, elle est vraiment malvoyante ou alors elle ne fait pas juste semblant parce qu'elle prépare bien, elle fait bien, elle s'habille très bien, et elle est toujours très jolie. Bon, vraiment, j'ai toujours eu à dire que le seul handicap, c'est dans la tête. Lorsqu'on a surpassé cela, on peut fonctionner normalement parce qu'il y a des personnes qui sont très handicapées. Mais c'est juste... Mais est-ce que c'est facile donc? C'est très facile quand on s'accepte. Il faut juste s'accepter tel que l'on est. Oui, parce que perdre la vue, c'est pas Angèle perdre la Lucrèce, vie. par exemple, est âgée de 12 ans seulement. Voilà. Alors, elle, c'est depuis l'âge de 2 mois qu'elle a cette difficulté et qui s'aggrave mais au fur et à mesure qu'elle grandit. On ne sait pas jusqu'où ça pourrait arriver, mais seulement elle a du mal à comprendre qu'elle est dans cet état. Mais elle voudrait aller à l'école, fréquenter, être comme les enfants de son âge, c'est ce qu'elle dit. Angèle Lucrèce, il va falloir que sa maman fasse beaucoup les efforts pour l'amener dans des milieux, parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec, mais au fur et à mesure qu'ils voient les autres enfants de leur âge, ils s'intègrent. Et c'est très facile. Il faudrait pas juste que elle s'apitoie sur son sort, parce que perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Parce que là, elle a encore beaucoup de chances devant elle. Elle a encore beaucoup de choses à faire. Alors, elle ne doit pas juste se renfermer. Alors, vous avez fréquenté également, mais vous êtes au quartier, comme on dit. Ça veut dire que vous ne faites rien. Vous êtes également venu à Regard Social partager, non seulement partager votre expérience, mais également tendre la main à ceux qui vous regardent, parce que vous voulez mener une activité. Apparemment, vous dépendez des autres encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'ici, je dépends des autres. Je vais dire grandement merci à cette famille-là qui m'a tendu la main, le couple Kwachu, qui m'a vraiment tendu la main, à qui je dis merci. Et je dirais aussi merci à la mairie de Douala 5e, via le canal du chef du centre social 5e qui m'a également tendu la main. Mais vous voyez, on ne peut pas juste vivre que de l'indépendance. Alors aujourd'hui, je voudrais être dépendante, être autonome et pouvoir m'assumer, d'autant plus que je suis en location et j'ai aussi une fille à ma charge parce que je suis maman d'une fille de 9 ans. Voilà. D'accord. Vous avez des gens qui vous côtoient, je veux dire des hommes. Vous êtes une femme tout à fait normale. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, j'ai beaucoup d'hommes qui me côtoient. Beaucoup vraiment, parce que... beaucoup, mais juste que bon... C'est des hommes curieux simplement? Ou alors des déterminés? Bon, pour un premier temps, on a toujours comme impression qu'ils sont juste là pour la curiosité. Mais en étant curieux, ils calent. Sans curieux et ils calent. Oui, calent. D'accord, merci. Florandel, nous allons nous séparer. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous? Vous également, vous êtes venu parce que bientôt la rentrée, vous avez du mal aussi à pouvoir joindre les deux bouts, mais vous souhaitez également qu'on vous accompagne. Bien sûr, parce que les fournitures scolaires vraiment pour non et malvoyants sont vraiment excessifs, je vais dire. Vous voyez les papiers braille, par exemple pour les voyants, pour ceux dits valides, ils ont 500 formats A4 à 2500. Alors que par contre, nous, 2500, là, ce n'est même pas le cas de la somme d'une rame de format braille. Donc, une rame de format braille coûte en moyenne 5000. Vous voyez que c'est vraiment cher. Et la scolarité, ce n'est pas vraiment facile. Il faut les transcripteurs.
il faut les guides. Bon, c'est pourquoi je suis ici ce soir, en fait. D'accord. Alors, Élise, nous allons sortir également. Vous avez votre fille de 12 ans qui veut aller à l'école, mais vous pensez qu'il faut d'abord trouver la solution à son mal? Oui, j'ai foi, je crois. Je crois en Dieu et je crois aussi en la médecine. Car pendant ces multiples consultations, il y a un ophtalmologue qui a dit qu'on pouvait l'aider en faisant un greffage des deux côtés. Ça pouvait l'aider et cela demande beaucoup de moyens. Et toute seule, je n'y parviendrai pas. C'est pour cela que je suis là pour... Vous avez estimé le coût? Je n'ai même pas voulu estimer parce qu'il m'a simplement dit que ça coûte beaucoup d'argent et puis il ne pense même pas que ce soit possible dans le pays. C'est à l'extérieur que ça peut se passer, c'est-à-dire en l'évacuant de l'autre côté. Alors, je n'ai pas eu à demander parce que on demande quand il y en a même peu pour compléter. Donc, je crois en cette médecine-là et en Dieu. Et je n'accepterai pas voir ma fille comme ça, devant mes yeux, perdre la vue au fur et à mesure. Donc, je prie à tous ceux qui m'écoutent ce soir vraiment de me venir en aide. Pour qu'elle puisse retrouver la vue si possible. D'accord. Vous allez garder espoir parce que vous êtes également assise sur la chaise de l'espoir. Dans Regard Social, il est fort possible que des âmes de bonne volonté qui vous suivent en ce moment puissent vous apporter de l'aide. Et merci déjà à Florandel d'être venue. Merci également à Christelle aussi d'être là. Et Ange Lucrèce est donc votre fille, âgée de 12 ans. Comment est-ce qu'elle vit dans son environnement immédiat? L'équipe de reportage de Regard Social s'est rendue dans le domicile familial et l'a suivi aussi dans ses multiples déplacements au quartier. Et je vous invite à suivre le reportage qui a été réalisé justement dans son environnement immédiat avec la caméra d'Eric Ouattat. Et juste après, nous allons accueillir des experts. Au cœur du quartier PK14 à Douala, au lieu du village de Passe-Passe. Le soleil tend vers le coucher, mais le ciel reste clément. Ange Lucrèce, 12 ans, qui s'est fait accompagner par sa sœur cadette de 4 ans environ, visiblement bien portante, est malade. La tenancière de la boutique, qui jouxte leur domicile familial, l'a constaté depuis leur arrivée dans cet environnement. Oui, c'est l'enfant de ma voisine, non? Ma voisine directe. Elle ne voit pas, elle ne voit même pas bien. Hein. Elle a passé l'entrée en 6e comme ça, mais quand elle vient à la boutique, elle vient avec ses petites sœurs parce qu'elle ne voit pas bien. Elle ne voit pas. Des fois, elle tombe. Sa maman l'avait amenée à Yaoundé, oui, pour se faire opérer, mais je crois qu'il n'y a pas bien de moyens. Très gênant. Moi-même, quand j'avais su ça, j'ai pleuré. Moi-même, j'avais la cataracte, mais ma part, on a opéré les 2 yeux. Maintenant, je vois. Il me manque seulement les lunettes. Mais sa part là, ça m'a trop gêné, comme elle est encore petite. Ma part, je suis déjà une vieille femme. Mais ça passe. C'est pour elle qui me touche trop. Oui, si on peut l'aider, vraiment. On dit qu'on doit avoir combien de... Ou c'est 2 millions, ou c'est 3 millions. Oui. Je ne sais pas si ça... Mais sa mère n'a pas. L'adolescente qui ne peut se déplacer que si elle est accompagnée est malvoyante. La découverte est faite par sa génitrice au 2e mois après la naissance de Ange Lucrèce, par ailleurs son premier enfant. Ange Lucrèce est ma première fille.
Elle est née dans de bonnes conditions. C'est après qu'elle a eu l'âge de 2 mois que j'ai constaté que elle ne faisait pas les mouvements comme tous les enfants de son âge. Alors j'étais inquiète, je l'ai amenée voir le pédiatre, médecin pédiatre, qui m'a conseillé un ophtalmologue. J'y suis allée et puis après consultation, on a détecté qu'elle avait un glaucome. Directement, la prise en charge a commencé et puis parmi tellement de colis, parmi ces colis, il y a un seul qui me traumatisait puisqu'il coûtait presque 20 000 francs, 19 875 francs. Ce qui fait que j'ai commencé les traitements jusqu'à l'âge de 9 mois qu'elle a eu une opération chirurgicale. On a dit après cela que ça devait aller, mais jusqu'aujourd'hui, je constate que plus, au fur et à mesure qu'elle grandit, le mal s'augmente. Angélique Cress, qui passe pour la classe de 5e, et malgré son handicap, est parmi les meilleurs élèves de son établissement scolaire. Ceux qui la voient se battre tous les matins pour aller à l'école ne cessent de l'encourager. C'est la fille de la voisine, là. Elle fréquente. Elle est au lycée. Elle se débrouille bien au lycée, mais elle a les problèmes de vue. Non, ils sont venus de Yaoundé, donc nous on ne peut pas connaître comment elle est née. Mais étant ici, on voit, vous voyez sa situation là. Elle est très vaillante, elle va à l'école, elle ne voit même pas bien, mais elle se débrouille bien. Elle passe tous ses examens. Et pour arriver là-bas en haut, elle tombe. Elle tombe. Mais ses professeurs disent que dans la salle de classe, elle se débrouille bien. Mais c'est le problème de vue. Et qu'elle est née comme ça. Ça gêne beaucoup. Parce que si on avait résolu son problème, là, elle pouvait peut-être continuer ses études sans problème. Parce que le matin, elle titube là, avant d'arriver en haut là, comme il y a des trous là, elle tombe 2 fois. On va la soulever. C'est sa petite sœur qui la tient en main pour aller jusqu'à prendre la moto en haut là pour aller à l'école. La fillette ne supporte pas le fait qu'elle ne soit pas utile à sa famille, alors qu'elle est l'aînée des enfants. À la maison, je ne peux même pas faire les petites tâches ménagères, alors que j'ai tellement envie d'aider ma mère. Je ne peux rien faire ici. Je peux seulement la regarder comment elle travaille. Chaque jour, je me lève, je dois seulement l'encourager. C'est très pénible de voir ma mère travailler comme ça. Quand je suis même ici à la maison, c'est comme si j'étais inutile. Et quand on m'envoie même, il faut toujours que ma petite soeur m'accompagne. Quand quelque chose tombe par terre, je ne vois rien. Pour ramasser, c'est très pénible. Je dis toujours à ma petite soeur de ramasser, puisque je ne vois pas la chose qui est tombée. Angélique Cress est la risée non seulement de ses camarades de classe, mais également des enfants de son quartier. Je pleure parce que quand je suis même en classe, les gens se moquent de moi. Ils disent toujours que je suis aveugle. Ça me fait très mal. Quand peut-être que mon argent tombe au sol, on vient me prendre. Les gens viennent voler même. Les gens viennent prendre. Moi, ils ne voient rien. Ils disent qu'ils me remettent, mais ils refusent. Ils disent que tu es aveugle, tu es aveugle. Pourquoi ton argent tombe, tu n'arrives pas à marcher? À l'école, c'est très pénible. Je n'arrive même pas à voir parce que c'est trop petit pour moi. Trop petit, il faut toujours que je demande à quelqu'un pour lire. Et dans les compositions, c'est très difficile. Parce que je ne peux pas demander à une maîtresse qu'elle vienne lire pour moi. Il y a certains qui sont gentils, peut-être mes amis. Une de mes amies, elle me lit à chaque moment. Quand je rentre souvent à la maison, on constate qu'on a volé mes livres. Alors que je n'étais même pas au courant de cela. Je vois seulement mon sac, je vois qu'il n'y a plus rien. J'ai envie de fréquenter, mais avec mes problèmes de vision, je ne peux pas. Et au quartier, on l'a surnommé l'aveugle. On l'a surnommé l'aveugle au quartier. Même à l'école, on l'appelle la fille qui ne voit pas. C'est comme ça que on se moque d'elle. Regarde comment elle marche. Mets bien ton pied, tu ne vois pas. Si un truc tombe pendant sa marche, elle demande, mais couvre-toi, tu ramasses. Est-ce que tu ne vois pas? Et donc ça...
Ça me fait très mal en fait. Ça me fait mal parce que j'ai aussi envie de voir mon enfant se courber, prendre quelque chose, faire aussi comme, avoir la vision comme tous les enfants de son âge. Et vu son âge, elle ne peut pas aussi m'aider. Une maman accouche pour que l'enfant l'aide. Elle ne peut pas m'aider comme... Je ne peux pas avoir besoin d'elle. Parce qu'elle ne verra pas, je ne peux pas l'envoyer faire ceci, faire cela, elle ne pourra pas. À la maison, la gestion de la télécommande est quelquefois la pomme de discorde entre Ange Lucrèce et sa sœur cadette. Quand tu as changé, il n'est pas ce que tu fais la dernière fois. Le téléphone à papa. J'avais complètement oublié que je l'avais. C'est la télécommande ou la télécommande du canal? Toi, ça me semble. Où es-tu? Il est temps de rentrer à la maison maintenant. C'est moi. Je suis un peu perdu, papa. Ah, je vois. Ne bougez pas, j'arrive. C'était quel numéro, Toutou? Ce que je voyais, c'était quel numéro? C'était 5 et 8. Je suis sûr que c'est ça. Dépêche-toi, il faut partir tout de suite si on ne peut pas tomber en plein dans les embouteillages. J'ai presque fini, ma petite chatte. C'est douloureux tout ça. Aucun parent bien constitué ne pourrait l'accepter. À la maison, c'est très très difficile également. Il y a sa petite sœur qui doit toujours être à ses pieds, qui doit toujours l'orienter à faire ci ou à faire ça. Si quelque chose tombe, il faut que sa petite sœur vienne ramasser pour lui donner. Parce que dès qu'elle est proche, elle est à côté, elle ne voit pas ce qui est tombé. S'il faut qu'elle ramasse quelque chose, il faut que ce soit vraiment un objet grandiose. Au domicile familial, les moments d'étude de Ange Lucrèce sont une période difficile à cause de son mauvais état visuel. Oui. L'informatique est la science, la science qui étudie du traitement informatique. J'étais en train de lire ce que j'écrivais au tableau. Je devais seulement coller mes yeux sur le tableau pour lire. Oui, c'est comme ça que je fais chaque fois comme ça à l'école, même ici à la maison, quand je vais écrire quelque chose, je dois toujours coller mes yeux sur le tableau pour lire, pour pouvoir lire ce que j'ai écrit. Quand on se moque toujours de moi quand je fais ça, on me gronde même que qui là-bas c'est quoi? Les gens ne peuvent pas aussi lire parce que toi tu es devant le tableau à regarder. Va t'asseoir. Ça me fait très mal. Je n'arrive même pas. Même quand ils veulent me lever, j'ai toujours peur de leur réaction à tous. Comme sa mère, Lucrèce, 12 ans, et désormais élève en classe de 5e, ne supporte plus la dégradation du mal qui la traumatise, et c'est depuis son bas âge. La main tendue, cette maman et sa fillette sollicitent votre aide afin de corriger ces dysfonctionnements. Je demande de l'aide à des hommes de bonne volonté pour qu'ils puissent m'aider à bien voir, et qu'ils puissent m'aider à voir comme tous les enfants de mon âge, à voir le monde que Dieu a créé. Je ne veux plus qu'on se moque de moi à chaque moment que quelque chose tombe. Je n'arrive pas à ramasser. Je dois tout me lever pour aller au tableau. Je ne veux plus qu'on se moque de moi. La dernière consultation, il y a un ophtalmologue qui a suggéré qu'on pouvait l'aider, c'est-à-dire à faire un greffage. Et il m'a fait comprendre que cette opération ne se passe pas ici au pays et ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est pour cela que je viens vers les âmes de bonne volonté. Ceux-là qui peuvent vraiment regarder cet enfant et m'aider financièrement.
Et voilà donc le quotidien de la petite Ange Lucrèce, âgée de 12 ans, et qui est malvoyante depuis son âge de 2 mois seulement. Aujourd'hui, elle continue de voir sa situation s'empirer. Elle sait où mettre la tête, ses parents également. C'est pratiquement une double souffrance pour elle et également la souffrance de ses parents. Et pour en parler ce soir, nous recevons Dr Ngwanou Arounet. Bonsoir. Vous êtes médecin ophtalmologiste. Exact. Vous travaillez pour l'hôpital à Quintini de Douala. Exact. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez un mot à dire lorsque vous regardez, ou alors après avoir regardé ce reportage? Oui, ça nous fait penser à tous les cas de maladies chroniques en général qu'on a dans notre pays et la prise en charge qui relève d'un challenge pour la famille, pour le patient et plus particulièrement dans le cas du glaucome. Le glaucome qui est une maladie ou une affection de l'œil qui est chronique, qui atteint ou qui détruit en quelque sorte les fibres du nerf optique et qui conduit à la cécité lorsque rien n'est fait. Et plus particulièrement le cas de notre fille de ce soir, qui est un glaucome congénital. Tout le monde peut être atteint du glaucome. Toutes les couches, favorisées ou non défavorisées, des personnes âgées, des enfants, on est aussi avec le glaucome. Donc c'est le cas de notre fille de ce soir. Et c'est un cas qui est pathétique, mais ce qui m'a beaucoup galvanisé, c'est les 2 autres cas qui étaient à côté, qui sont des personnes aussi qui sont malvoyantes ou non-voyantes, mais qui donnent espoir. Oui. Donc, tant qu'on vit, il y a de l'espoir, même si on a perdu la vue. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puisque vous parlez de malvoyants, Ange Romain Jazep est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs et à mes co-panélistes qui sont avec moi aujourd'hui. D'accord, vous êtes le chef du centre social de Douala 5e. Oui. Et puisqu'on a parlé, on a évoqué le cas des malvoyants, on a sollicité votre présence sur ce plateau pour partager avec nos chers téléspectateurs et surtout ceux qui sont dans les mêmes conditions. Question de comprendre comment est-ce que vous avez évolué pour arriver là et encore que vous êtes l'un des encadreurs dans le cadre de cet arrondissement dans la 5e. Et vous allez davantage nous expliquer tout cela. Vous avez écouté les 2 premiers cas, y compris le 3e qui est dans le reportage. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Merci. Je commence par les premiers cas, les 2 dames qui sont d'abord passées. J'ai admiré leur façon de pouvoir relativiser leur handicap. Ça a montré qu'elles ont déjà surpassé ce handicap, elles l'ont surmonté. Elles n'ont pas exprimé avec tous les mots les difficultés auxquelles elles font quand même face parce que la cécité, comme venait de dire le docteur, c'est un des handicaps quand même graves. Ne pas percevoir son environnement en fait de manière visuelle et physique, c'est un handicap grave. Être sous la dépendance de l'autre, presque un pourcentage très élevé, c'est aussi devenir parfois une charge si on n'est pas bien préparé à la base, si on ne bénéficie pas d'une bonne rééducation, d'une bonne réhabilitation pour pouvoir s'insérer dans la société. Maintenant, par rapport au cas de notre fille, Lucrèce, Ange Lucrèce, j'ai admiré en elle beaucoup de compétences. J'ai trouvé en elle plusieurs talents, notamment ses expressions en langue française. Elle avait un français tellement courant que je me suis demandé si elle ne faisait pas la classe de seconde de première. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais je lui dis déjà, c'est bien. Ça prouve que malgré la perte de la vue, elle emmagasine en elle un gisement de talent, un ensemble de compétences qui reste juste à exploiter, à canaliser pour qu'elle devienne une personne à part entière. Donc, la maman aujourd'hui est sur le chemin de la richesse à guérison. C'est le temps pour moi de pouvoir tirer un coup de chapeau aux téléspectateurs qui vraiment vont laisser leur cœur ouvert et réagiront pour lui, pour elle. Parce que la perte de vue,
je vous assure, c'est un handicap grave et personne ne souhaiterait y être, même si aujourd'hui nous avons relativisé et surpassé le nôtre. Merci. Merci d'être là ce soir également. Avec vous, nous allons avoir beaucoup. Ça, on le sait chaque fois que vous êtes sur ce plateau. Alors, Maurice Somo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Flavin. Vous êtes psychosociologue de l'éducation et des orientations, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, consultant et chef service de l'orientation professionnelle à l'IUT de Douala, je veux dire l'université de Douala en même temps. Il y a plusieurs autres casquettes que je ne voudrais pas évoquer ici, simplement c'est pour vous. Il y a des casquettes qui ont changé, qui ont évolué. Voilà. Je suis Somo, éducateur. Voilà, c'est ça. Et vous êtes avec nous ce soir justement pour parler de ces différents cas que nous avons présentés. Oui, et bien d'autres aussi qui ne sont pas avec nous ce soir, qui suivent ce programme, pour comprendre le type d'enfants qu'on peut avoir et qui souffrent énormément, surtout de cette pathologie évoquée. Oui, plus globalement, le handicap visuel appartient à un grand groupe qu'on appelle des personnes à besoins spécifiques. Ça veut dire que l'être humain, dans sa constitution normale, a des besoins qui sont connus et établis de tous. Mais il peut arriver qu'au-delà donc de ces besoins, qu'il y ait des personnes, en raison de la perte d'un sens, ont des besoins supplémentaires qui se posent. Normalement constitué, l'être humain a un certain nombre de sens. Et dans le cas que nous traitons aujourd'hui, notamment la vue, qui est un des sens, la perte de la vue induit forcément une forme de dépendance. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous avez perdu votre vue, il faudrait désormais que vous dépendiez de quelqu'un d'autre sous forme de substitution, n'est-ce pas, aux fonctionnalités de ce sens. Et ce qui est, j'allais dire, suffisamment embêtant, c'est que ces sens sont, on dirait, interdépendants d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est parce que l'œil a vu un objet, n'est-ce pas, que les autres mécanismes se mettent en branle et qu'on s'approche pour pour humer et pour tâter, ainsi de suite. Donc, c'est dire le caractère fondamental du sens, de ce sens qu'est la vue. C'est vrai qu'il y a le principe de compensation, en général, compensation naturelle. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle d'un médecin que nous avons ici, qui nous dira si cela est avéré. En fait, il est établi que lorsque vous avez un sens qui est affaibli ou perdu, n'est-ce pas, ces qualités, ou si vous voulez, les fonctions qui étaient révolues à ces sens-là, semblent être redistribuées dans les autres sens et qui, ma foi, peuvent vous permettre de faire des choses exceptionnelles. Notre prière serait donc, et ça on parle des deux premières dames qu'on a reçues ici, celle qui était assise là où je suis assis, une très très belle dame. J'ai eu de la peine à croire qu'elle est Christelle, oui. J'ai eu de la peine, même l'autre, hein, c'est d'excellentes belles dames. Je ne fais pas de jaloux. Hein. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être là où elles sont. D'accord. Alors, vous permettez également que j'accueille aussi... Naturellement. J'accueille Tante de Paul Fils. Bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes psychologue. Tout à fait. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Une question. Perdre la vue, c'est mourir un peu, comme d'aucuns le pensent. On peut le dire, mais on meurt un peu tous les jours. Parce que... Alors, je disais que, oui, perdre la vue, c'est mourir un peu. Mais c'est tous les jours qu'on est en train de mourir un peu et renaître. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous venons au monde avec des ressources, ok? Que ce soit sur le plan sensoriel, pour les cas qui sont évoqués ici, que ce soit sur le plan moteur, sur le plan cognitif. Voilà. Vous avez par exemple des personnes qui ont le handicap plutôt sur le plan moteur, ou sur le plan cognitif, ou sur d'autres plans. Donc, il peut arriver que, voilà, quand on arrive au monde, qu'il y ait un incident, que ce soit au moment de la naissance, ou alors
pendant qu'on chemine, qu'il y a un incident qui finalement nous diminue. Donc l'un des, soit les sens, soit la motricité, soit les compétences cognitives peuvent être atteintes. Et là, on peut dire qu'on meurt un peu. Il est possible aussi qu'avant même qu'on arrive au monde, que sur le plan congénital, pour le cas, certains cas qui ont été évoqués ici, qu'on arrive déjà avec une compétence qui serait moindre. On est déjà diminué. Donc, c'est pour dire que le handicap peut intervenir déjà à partir du ventre, donc c'est l'élément, l'aspect congénital. Il peut intervenir au moment de la naissance périnatale, ou alors ça peut être un incident qui intervient, qui survient, et puis la personne perd quelque chose. On pense que lorsqu'on a perdu comme ça une ressource, il est toujours possible, comme disait tout à l'heure M. Somo, de rattraper ou de compenser. Et c'est là où tout ce qui est censé accompagner le sujet, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la société, c'est-à-dire l'école, l'État, toutes ces structures-là doivent se mettre en branle pour accompagner cette personne-là qui est morte un peu, ou bien qui meurt chaque jour un peu, et qui a besoin d'être de revivre en même temps un peu, pour continuer, pour poursuivre son parcours et surtout arriver à une insertion sociale et une insertion professionnelle pour être épanoui, vivre une vie normale comme tout le monde. Ok, alors, Dr Ngouanou Aronette, avec vous, puisque ce programme se veut didactique et même pédagogique également, il est question de comprendre les causes et on finira par peut-être proposer des solutions. Mais déjà les causes. Pour notre... nous n'allons pas nous éloigner. Que ce soit pour les deux premiers cas, oui. Que ce soit pour le cas de Ange Lucrèce, la petite. Le premier cas, je n'ai pas trop bien compris parce qu'elle a dit, je parle de Florandel, parce que Florandel a dit que c'était mystique, donc c'est comme si elle n'a même pas fait de consultation pour savoir de quoi il s'agissait et tout. Elle dit que ce sont les médecins qui ont dit, puisque tous les examens qui ont été faits n'ont pas révélé quelque chose de négatif, mais du coup on a déduit que c'est mystique. Bon, je ne pense pas qu'un médecin puisse dire à un patient que son problème est mystique, mais il y a des pathologies, par exemple en ophtalmologie, comme la névrite optique rétrobulbaire, où il n'y a pas de signe, c'est-à-dire que l'ophtalmo, lui, ne voit rien et que l'examen même ne donne rien du tout. Mais au moins, on évoque ce diagnostic-là. Donc, on ne peut pas dire au malade que c'est mystique. Maintenant, pour le cas de Christelle, la rétinite pigmentaire, c'est également une maladie qui est congénitale, donc qui arrive comme ça, mais très souvent, c'est à l'origine des malvoyances, mais pas totalement de la cécité. Donc, c'est pour ça qu'elle se débrouille beaucoup mieux que par exemple Florandel. Oui, mais elle dit que c'est à l'âge de 8 ans qu'on découvre tout ça. Oui. Pour le cas de Christelle. Si, donc ça va progressivement, c'est-à-dire que la vision, avec ça, ça va décrescendo, la vision au fur et à mesure qu'on grandit, parce que ce sont les épithéliums, les cellules épithéliales de la rétine, en fait, qui ont un souci au niveau de leur cône. Maintenant, la vision diurne est un peu plus atteinte. C'est-à-dire que dans la nuit, elle a un peu plus de difficultés que quand elle est quand c'est dans la journée. Donc, ce sont les cônes qui sont plus atteints. Mais chez la petite, c'est le glaucome. Et le glaucome, comme j'ai dit, c'est tout le monde qui peut l'avoir. Il y a plusieurs types de glaucome. Il y a des glaucomes qui sont secondaires, des glaucomes qui sont primitifs, des glaucomes qui sont à angle ouvert ou fermé, ou des glaucomes qui sont acquis ou congénitaux. Donc, chez elle, c'est congénital. Donc, dans les glaucomes congénitaux, on peut avoir des personnes qui naissent avec, comme chez elle.
Donc c'est une anomalie qui s'est passée pendant qu'elle était encore en intra-utérin, c'est-à-dire dans le ventre de sa maman, s'il faut dire ça comme ça. Il y a eu donc une membrane qui en principe au niveau de l'angle irido-cornéen doit disparaître, qui a persisté. Et quand c'est comme ça, étant donné que l'œil produit de l'humeur aqueuse qui doit être évacuée, cette voie d'évacuation-là est bloquée comme dans un évier, comme l'évier dans notre cuisine. Donc du coup, il y a une pression qui va augmenter dans l'œil. Et ça va donc être à l'origine de tout ce que la maman a décrit, les larmoiements. Ce sont les enfants que quand on voit, on dit qu'ils ont des beaux yeux, parce que les yeux sont suffisamment grands, c'est voyant, c'est toujours larmoyant. Apparemment, et puis elle a les yeux bleus. Oui, quelque chose comme ça. On parle souvent des yeux bleus, justement, pour dire que relever la qualité admirative ou bien beauté de ces genres d'œil-là. Mais à côté de ça aussi, il y a le larmoiement et puis il y a les blépharospasmes dont tout le temps ils clignent les yeux. Donc tout ça, ce sont des petits signes qui doivent donner aux mamans de nos jours de s'inquiéter et de venir voir l'ophtalmologiste. Mais quand un enfant naît, on devrait voir l'ophtalmologiste, même s'il n'y a aucun problème, même si apparemment tout va bien. L'ophtalmologiste doit regarder. Ça, c'est dans le cadre des conseils. Tout à l'heure, vous allez donner ces conseils aux parents, à tout le monde qui nous suit en ce moment. Ange Romain, vous êtes situé dans quel cadre là? On a entendu quand même 2 ou 3 pathologies concernant les yeux. Vous êtes né comme ça, malvoyant? Non, je ne suis pas né malvoyant. Je commence à perdre la vue entre 4, 5, 6 ans. Ça commence aussi par le changement le changement du globe oculaire. La couleur commence à changer, je commence à confondre les objets autour de moi et même à heurter ceux que mes pères ont esquivés, mes frères et sœurs ont esquivés. Et j'avoue qu'à l'époque, 4, 5, 6 ans, l'enfant ne connaît pas encore ce que veut dire voir et les autres ne pas voir. C'est avec le temps, quand il m'inscrit à l'école, que quand les autres s'épanouissent, qu'ils jouent, qu'ils chantent autour de moi, qu'ils dansent, que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut donc dire que je ne peux pas m'épanouir comme eux? Donc, l'expertise médicale qui a été menée jusqu'à nos jours parle plutôt de cataracte. Et je me dis que, bon, peut-être ça pouvait être réversible, je ne sais pas. Mais pour le moment, la tête n'est plus trop posée sur la réversibilité ou l'irréversibilité. La tête est posée sur, la pensée est axée sur le comment de demain. Le comment de demain avec ou sans la vue. Certes vrai, un miracle divin. Mais vous avez réussi à fréquenter avec, ou alors dans cette situation? Oui. Vous avez obtenu des diplômes importants? Justement, lorsque on découvre que j'ai perdu la vue, 4, 5, 6 ans, entre 6 ans, 7 ans, je n'ai pas pu aller à l'école. À l'époque encore, on connaissait, on atteignait l'âge de l'école en mesurant la main sur la tête qui touchait l'autre côté de l'oreille. Je me souviens, j'étais allé à l'école primaire, ça a bien touché. On a dit, bon, il a l'âge, mais à l'heure ci, il ne peut pas aller dans cette école. Heureusement, par le miracle des choses, j'ai découvert le centre de Paul Tezanou à Tchang. Là, j'ai fréquenté, j'ai pu aller à l'école. J'obtiens donc un baccalauréat en 2000 à 4 espagnol, puis une licence en trilingue espagnol, anglais, français, espagnol en 2003. Et puis j'ai fait beaucoup d'autres choses entre-temps, notamment une maîtrise en littérature africaine que j'ai abandonnée. Et aujourd'hui, j'ai fini un master 2 en psychologie sociale à l'Université de Douala et je suis inspecteur des affaires sociales. Donc le parcours, il est assez enrichissant. Et par rapport à ce que le médecin venait de dire, c'est des causes sur le plan naturel. Il y a des causes de cécité parce que nous les côtoyons au quotidien qui relèvent des accidents de la vie. Nous avons des amis qui ont perdu la vue juste par la mauvaise manipulation des produits chimiques tels que les détergents, tels que l'alcool même et autres qui sont entrés dans l'œil et qui ont détérioré l'œil. Et nous avons des personnes qui ont perdu la vue, peut-être le médecin nous expliquera cela davantage, à la suite de la consommation des whisky frelatés. Je vous assure, oui, à la suite de la consommation des whisky frelatés, cela est arrivé. Des événements s'organisent et puis le lendemain, quelqu'un dort, il se réveille, quand il ne voit plus, il ouvre le main, il écarte, qui même l'œil avec ses 2 mains, il ne voit plus et puis il se dit, ben, c'est sûr qu'on m'a empoisonné. Je pense que certaines études, ou bien
certains experts nous permettent de comprendre que quelque part la connexion de l'œil, le branchement, s'il faut parler un peu en termes simples, a été troublé. Comme parfois vous allumez, vous pressez sur l'interrupteur d'une lumière et que la tension, la pression électrique étant forte, l'ampoule se grille. Je crois que c'est de cette façon que j'ai pu percevoir. En des termes plus clairs, le docteur qui est là va nous éclaircir ce chemin. Sinon, il y a, en termes d'accident, il y a des causes naturelles, il y a des causes congénitales, il y a aussi des causes accidentelles. D'accord. Alors, Monsieur Somo, il y a, je vous vois suivre avec beaucoup d'attention. Oui, avec délectation d'ailleurs. Je remets. C'est vrai que c'est un homme ainsi, chaque fois qu'il prend la parole, il a toujours un peu un geste d'humour dans sa façon de parler. Mais maintenant, l'éducation d'un enfant qui souffre, par exemple, d'un malvoyant, n'est pas facile. Oui. Forcément, ça ne peut pas être... c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que c'était des enfants à besoins spécifiques. Bon, alors, dit enfants à besoins spécifiques voudrait dire également des solutions spécifiques, c'est-à-dire des formes de recours à une adaptation, à une adaptation, à une éducation qui tient compte du handicap qui est le leur. Maintenant, vous savez, le processus éducatif, lui, il commence dans la famille, au sein de la structure familiale. Maintenant, dans la structure familiale, il s'agit déjà d'une prise en charge. Une prise en charge qui va être d'abord et avant tout au sein de la famille psychologique. Oui. Parce qu'il s'agit d'amener un enfant qui, en réalité, ne peut pas faire comme les autres. Il faut lui expliquer pourquoi il ne peut pas faire comme les autres. Comme la petite, tout à l'heure, il y a des questions qu'elle se pose, pour lesquelles les parents sont en devoir de lui apporter des réponses. Son objet qui tombe et qu'elle ne ramasse pas automatiquement, il faut lui expliquer pourquoi elle ne peut pas le faire comme les autres. Bon, c'est la première étape. Mais cette étape en danger spécifique aussi, c'est tout en lui disant que elle est un cas particulier, il faut également lui faire intégrer dans la tête qu'elle est un enfant comme les autres. Parce que le danger, c'est de lui faire comprendre qu'elle est un cas spécifique. Et du coup, cette approche marginaliste de l'enfant peut faire qu'elle peut faire un retour sur elle-même, se renfermer et donc s'isoler du reste de la société. Il faut déjà quand même que les parents eux-mêmes soient préparés à ça. Absolument. C'est exactement ce que tu dis, c'est qu'une prise en charge d'un enfant à besoins spécifiques ne suppose pas seulement la prise en charge de l'enfant lui-même. Oui. Ça suppose une prise en charge de l'environnement familial dans son ensemble, par lequel les parents doivent être avertis du traitement spécifique qu'ils doivent apporter à l'enfant. Il a dit tout à l'heure, et c'est très important, la personne qui vit avec un handicap, tout le mal que vous pouvez lui faire, c'est de lui faire comprendre qu'il n'est pas comme les autres. Cette façon d'essayer de s'apitoyer sur son sort l'enfonce davantage dans ce qu'il a comme pathologie. Donc, tout en apportant des solutions spécifiques aux problèmes qu'il a, il faut essayer de tout faire pour qu'il vive, comme c'est le cas de la petite, pour qu'elle vive presque normalement. J'ai beaucoup admiré l'attitude de sa maman, qui sait que malgré le fait qu'elle ne voit pas bien, qu'elle soit amenée à faire sa petite lessive. Quand elle fait sa petite lessive, même s'il y a des tâches qui sont restées, elle peut le faire discrètement, mais c'est déjà pour elle une façon de penser qu'elle peut le faire également. Maintenant, l'éducation, puisque c'est de ça qu'on parlait, une fois fini à la maison et dans le cadre familial, il faut maintenant l'intégrer dans le cadre de l'école. Il va de soi que les pays qui ont des moyens et des possibilités structurelles pour le faire ont des centres spécialisés pour l'éducation de ce type de personnes, notamment pour ceux qui sont malvoyants avec le braille et tout ce qu'on connaît autour. Bon, malheureusement, dans notre pays, il se trouve que quelqu'un qui souffre d'un déficit visuel ou un handicap visuel dans mon Ituku natal, là-bas quelque part, dans le centre, eh bien, comment il fait pour aller à l'école? Il n'y a pas un centre spécifique. Il n'y a que la seule petite école du village. Il faut donc l'intégrer avec des élèves dits normaux. Alors, maintenant, forcément, il va de soi, et c'est pourquoi j'évoquais le principe de la compensation, ces personnes, bizarrement, et c'est le cas de la petite tout à l'heure, développent des aptitudes exceptionnelles qui viennent compenser leur handicap. Vous trouverez que
sur un problème où un voyant prendrait 10 minutes, un malvoyant prendrait juste quelques secondes pour trouver la solution. Tout simplement parce que le principe de compensation s'est opéré, et sur le plan mental, n'est-ce pas, non, sur le plan intellectuel, n'est-ce pas, l'effort, n'est-ce pas, d'adaptation a été doublé. Donc, et là-dedans, donc, l'éducation va dépendre à la fois des structures d'accueil que l'on a, mais également des mécanismes qui sont mis en place pour intégrer et accepter ces apprenants dans notre environnement. D'accord. Alors, tant de Paul Fils, on comprend bien, Maurice Somo a d'ailleurs évoqué que lorsqu'il parle de cet enfant qui ne s'attendait pas à vivre cette situation, naturellement que les parents, eux aussi, n'étaient pas prêts à accueillir un cas comme celui-là. Il faut déjà qu'ils soient éduqués à pouvoir encadrer leur enfant dans ce même sens-là. Mais seulement le seul fait que l'enfant rentre, qu'on se moque de lui, peut l'amener à se recroqueviller et ne plus s'intéresser à sortir ou encore aller à l'école. C'est un autre handicap aussi. Oui, parce que notre société est une société stéréotypée. Je prends un exemple. Quand vous entrez chez vous, vous avez la poignée, vous la saisissez, vous ouvrez pour entrer. Mais si vous avez affaire à un enfant, à un individu qui n'a pas de membres, est-ce que la société a prévu des portes pour celui-là? Mais si vous allez partout, que ce soit en Europe, en Occident, en Asie, vous verrez que les choses sont conçues pour des personnes dites normales. Donc on n'a pas pensé à ces personnes-là qui ont des besoins spécifiques. Et c'est pour cela qu'on peut donc vivre des expériences qu'on pourrait qualifier de rejet, parce que l'environnement social au quartier, l'environnement scolaire au quartier n'a pas intégré que des gens pouvaient être différents, et donc les personnes qui sont donc différentes ne seront pas facilement acceptées. Et le vécu de ce rejet est une douleur réelle, une souffrance que ces personnes malheureusement traînent souvent. Donc émotionnellement, il y a une fragilité que ces personnes traînent, et cette fragilité, au-delà des aspects pour les cas qui nous concernent, l'élément sensoriel, toutes les adaptations qu'il faut faire pour que la scolarisation, par exemple, ait lieu, il faudrait que sur le plan émotionnel, il y ait un soutien, un accompagnement. Et cet accompagnement va donc dépendre de la formation des parents sur le handicap, comment accompagner leur enfant. Si eux, ils ne sont pas formés, ils ne pourront pas mieux accompagner leur enfant. Maintenant, à l'école, il est toujours souhaitable qu'il y ait un personnel formé pour pouvoir accueillir et accompagner, faciliter l'inclusion de ce type d'enfants dans le système scolaire. Si cela n'est pas fait, si cela n'est pas prévu dans le système, alors vous comprenez que cet enfant va se sentir exclu, même s'il est intégré dans cet établissement-là. Il va se sentir exclu, rejeté, et émotionnellement, ça va être pénible. Et c'est ça qui amène généralement les parents. Il a parlé de Nituku, je parlerai par exemple de Wal, à Minta, où également il n'y a pas de centre spécialisé. Alors un parent qui a un enfant comme celui-là et qui n'a pas un centre de formation ou alors une école spécialisée, il va l'envoyer à l'école normale, je vais dire, quand je dis normale, l'école ordinaire. Après un temps, il se rend compte que l'enfant ne réussit pas, il ne fait rien, il ne sert à rien. Du coup, on va le mettre de côté. C'est regrettable. C'est regrettable parce que quelquefois, les gens ne communiquent pas. Il faut communiquer. Par exemple, voilà un espace de communication. Quelqu'un peut partir de Ngolmondouga, je ne sais pas où, pour venir communiquer ici. Donc il faudrait communiquer. Au niveau de la famille, il y a des relais qui peuvent signaler un besoin de prise en charge pour un enfant qui présente des besoins spécifiques, parce qu'il y a des structures quand même d'accueil qui existent. Il y a des structures d'accueil qui existent. Vous avez vu toutes ces personnes-là qui sont passées ici sur le plateau tout à l'heure. C'est des gens qui ont fréquenté des écoles dans ce pays. Vous comprenez? Parfois dans des zones même retirées.
Et il y a des enseignants de braille qui sont formés et qui doivent être déployés dans les zones retirées de notre pays pour aider, n'est-ce pas, ces enfants-là qui sont de ces côtés-là. Donc il y a des écoles inclusives, pilotes, qui existent au Cameroun, dans pratiquement toutes les régions du Cameroun. Il y a des écoles inclusives pilotes qui sont là pour accueillir prioritairement, autant pour moi, les personnes malvoyantes et les personnes qui ont un problème de cécité. Je parle sous le contrôle de monsieur l'inspecteur qui est là. D'accord. Alors, docteur vous avez évoqué tout à l'heure que ce sont des malformations congénitales, par exemple. L'enfant peut naître avec cette malformation et après... Mais seulement, le fait, c'est qu'on découvre généralement ces cas, pas forcément à la naissance, mais c'est après quelques mois ou quelques années. Est-ce que à la naissance, on ne peut pas déjà savoir à l'instant que cet enfant peut avoir déjà un problème du genre? Oui, à la naissance, on peut bien savoir. Pour le glaucome, par exemple, on peut le savoir. Pour une cataracte congénitale, on peut le savoir. Il faut examiner l'enfant. Donc, comme tout à l'heure, il le disait si bien, il y a plusieurs causes de cécité. Les cécités, il y a les cécités qui sont réversibles et les cécités qui sont irréversibles. Dans le cas, par exemple, de la cataracte, c'est une cécité qui est réversible. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait une intervention chirurgicale à quelqu'un qui a la cataracte, si tout est bon derrière, en principe, la personne voit le lendemain ou 2 jours après, ça améliore la vision. Pour les cas de glaucome, généralement, le diagnostic se fait très souvent dans notre contexte un peu tard, quand c'est déjà évolué ou quand c'est déjà au stade de la cécité. Chez les jeunes, c'est-à-dire que chez les enfants, dans les cataractes congénitales, il y a des signes au moins qui se manifestent d'abord, des symptômes qui se manifestent et qui peuvent pousser le parent qui est un tout petit peu curieux d'amener l'enfant vers l'ophtalmologiste pour que le diagnostic soit posé. Et quand le diagnostic est posé, on met sous traitement médical parfois, comme la maman a si bien dit, et ensuite on fait la chirurgie. Et on prescrit également les lunettes à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un œil qui est en pleine croissance et qui doit apprendre certaines aptitudes. Donc, il faut aussi des lunettes. Mais tout ça, c'est une prise en charge qui est longue et qui ne coûte pas 10 francs. Donc, très souvent, comme on le dit si bien, c'est une maladie qui est chronique, donc c'est à vie. Donc, le suivi, c'est un suivi à vie. Le traitement, c'est à vie. Qui dit suivi, dit les médicaments qu'il faut acheter, les examens qu'il faut faire, la consultation qu'il faut faire. Donc, très souvent, les patients sont un peu fatigués ou bien un peu essoufflés à un moment donné, surtout quand ils ne voient pas de résultats vraiment patents. Et c'est le cas peut-être avec la petite Ange Lucrèce, puisque la situation se dégrade au fil du temps. Oui, la situation se dégrade au fil du temps parce que je me dis sûrement que les parents aussi ont quelque part peut-être un peu baissé les bras en ce qui concerne la prise en charge. Parce que, comme le glaucome par exemple, le glaucome est une maladie qui entraîne une perte des fibres nerveuses. Et les fibres nerveuses ne se régénèrent pas. Donc, ce qui est perdu, généralement, est perdu. Et quand c'est perdu, on n'y peut rien. Donc, le but du traitement, c'est de maintenir, en fait, la vision qui est, et c'est également de maintenir les fibres nerveuses qui existent déjà. Donc, dans ces cas-là, vraiment, le suivi est très important pour qu'on puisse mieux les accompagner. Maintenant, si on arrive à un niveau où la vision, par exemple, chez elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ça ne servira pas à grand-chose pour les parents de perdre espoir. Oui, de perdre espoir parce qu'il y a des possibilités de pouvoir s'insérer dans la société et de devenir une dame respectable et respectée dans ce pays. Donc, pour elle, la greffe dont elle a parlé, je ne pense pas que ce soit vraiment adapté à son cas. Parce que la greffe, c'est sûrement une greffe de cornée.
Et si tout derrière n'est pas bien, c'est que la greffe de cornée ne va pas servir à grand chose. Donc ce qui est important pour elle maintenant, c'est de trouver des moyens qu'on puisse l'aider afin que, par exemple, elle soit outillée pour pouvoir mieux s'exprimer, mieux profiter de l'encadrement qu'elle a actuellement. C'est-à-dire qu'elle peut apprendre, par exemple, le braille, on peut l'équiper, on peut la mettre dans une école spécialisée. Tout ça, ça a un coût. Et vraiment, pour les parents, c'est pas évident de pouvoir avoir tous ces moyens-là. Il faut un accompagnement. Alors, Ange Romain, je veux dire, l'entrée dans cette nouvelle vie, puisque c'est une nouvelle vie pour quelqu'un qui a cette pathologie, par exemple, qui est malvoyant aujourd'hui finalement, c'est une nouvelle vie. L'intégration, l'implication et même le fonctionnement ne sont pas, je veux dire, tous ces éléments ne sont pas des éléments aussi faciles pour un novice. On va le dire, novice ici, c'est celui qui découvre qu'il est malade et qui sait qu'il ne peut plus avoir une possibilité de solution, mais il y a une autre piste. La piste ici, c'est aller dans une école spécialisée. Bon, je voudrais déjà m'inscrire en droit de ligne avec ce qu'ont dit mes copanélistes pour dire que ça commence par l'acceptation familiale, l'intégration familiale. Cette intégration familiale, comme l'avait sitôt dit, si le parent déjà n'est pas outillé psychologiquement, moralement et même matériellement pour pouvoir accompagner l'enfant à s'intégrer dans la famille, ce serait un peu difficile. Vous voyez, aujourd'hui, la petite Lucrèce, par exemple, dépend de sa sœur cadette qui a à peine 4-5 ans, qui la guide en même temps sans toutefois savoir pourquoi il la guide, sans savoir, elle lui tient tout simplement la main. Quand sa pièce tombe, c'est sa sœur qui doit l'aider à ramasser cette pièce. Il faut un mécanisme d'intégration familiale, d'acceptation familiale. La prendre comme tout le monde, lui faire comprendre que tu es comme tout le monde. Et quant aux pleurs qu'elle exprime à chaque fois que ses camarades se moquent d'elle, ça c'est déjà l'intégration sociale, c'est-à-dire le fait pour elle d'être acceptée par son environnement média et immédiat. Elle doit déjà être préparée à comprendre que oui, la voie du miracle peut exister, c'est-à-dire on peut peut-être, bon, comme le médecin venait de le dire, l'espoir n'est pas perdu, mais est-ce qu'il faut vraiment investir tous les moyens pour pouvoir ne pas parvenir à récupérer grand-chose? Je crois que l'idéal, c'est de se concentrer sur le chemin de l'école, puisque beaucoup ont emprunté ce chemin. Donc, être accepté en société, ça commence par la famille, et puis dans la société. Puisqu'on n'ira pas en dehors de cette émission au cours de laquelle nous sensibilisons la population à faire comprendre, les parents à faire comprendre à leurs enfants qu'on ne se moque pas de quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est elle d'abord qui doit cultiver en elle le mécanisme de rejet des moqueries, le mécanisme de refoulement des railleries et autres que les enfants, par inconscience, viennent lui infliger. Maintenant, la maman devrait premièrement s'approcher d'un centre social pour un suivi psychosocial, un appui psychosocial qui vise à l'outiller pour l'acceptation pleine de son enfant, le plein amour de son enfant et surtout sans la surprotéger, sans la choyer davantage parce que ça va annihiler ses compétences, ça va anéantir ses talents. À tout moment qu'on a une activité domestique à réaliser, qu'on la mette à l'œuvre. Si c'est du haricot, si c'est de l'oignon, elle peut découper, moi j'en découpe. Si c'est de l'ail, elle peut au moins dépulper. Si c'est n'importe quoi, qu'elle se sente partie prenante, partie intégrante du fonctionnement domestique, des tâches ménagères, du fonctionnement ménager. Maintenant, par rapport à l'école, si tant est que investir financièrement à la recherche d'une guérison ne nous donnera pas 100%, si tant est que investir même pour la guérison pourra apporter quelque chose, mais qui va vous la maintenir sur quelque chose qui ne va pas récupérer totalement sa vue, il est bien de commencer sur le chemin. Vous avez vu, elle marche toute seule, elle n'a pas une canne blanche. Ça stipule que la maman n'a pas encore su que... Intégrer ça. Voilà, elle n'a pas encore intégré que sa fille, n'a pas encore accepté que sa fille doit se déplacer à l'aide d'une canne blanche, qui est un outil de communication, de sensibilisation et même d'intégration sociale. Parce qu'à distance, chacun voit une canne blanche. On n'esquive pas la personne, mais on lui permet
de pouvoir passer en paix et tranquillement. Parfois même c'est en regardant, en voyant un non-voyant avec une canne blanche que des personnes de bon cœur se précipitent pour soit l'aider à traverser une route, soit l'aider à stopper une moto ou un taxi. Alors que si vous êtes sans canne blanche, vous titubez autour de vous, ben, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui a bu un verre de plus. Je le dis, je sais de quoi je parle. Et c'est parfois même quand votre argent tombe, quand vous êtes quelqu'un déjà d'adulte comme moi, vous n'avez pas de canne blanche, sollicitez quelqu'un, il passe. S'il vous plaît, venez aider-moi à ramasser l'argent. Il dit, on vous a envoyé. Vous voyez, dans sa tête, c'est que vous êtes en train de vouloir l'attirer vers une pratique mystique. Et il n'a que raison. Parce que vous n'avez pas l'outil d'information qui informe au public que vous êtes un non-voyant et c'est la canne blanche. Elle n'en a pas. Donc, elle devra, je crois que tout à l'heure, elle a des solutions. Je vais beaucoup apprendre. Sinon, les écoles existent, comme mon voisin de droit de la CIE bien dit, dans presque toutes les régions du Cameroun, que ce soit des établissements privés ou publics. Malheureusement, en fait, je veux dire, curieusement, c'est beaucoup plus du privé. Et il y en a du public aussi. Nous avons le RIP, le Rehabilitation Institute of the Blind de Boya. Nous avons le CEJAG à Yaoundé. Nous avons le Centre de réhabilitation des personnes handicapées des Tourébé, toujours à Yaoundé. Là, c'est le CEJAG et le Rehabilitation Institute, c'est des structures publiques. Tous les autres, c'est des structures privées qui doivent notamment être très onéreuses parce que ces personnes aussi achètent du matériel. La canne blanche que j'ai si haut mentionné ne se vend pas au Cameroun. Elle ne se fabrique pas au Cameroun. Elle est aussi coûteuse. Mais comment rester à distance et pêcher le poisson sans s'approcher de la rivière? Il faut que l'enfant soit intégré déjà dans un centre pour personnes non-voyantes à travers les autres amis. Parce que pour le moment, je suis sûr qu'elle se croit seule non-voyante au monde. D'accord. Elle pense qu'elle est seule. Donc, l'intégrer dans le monde des non-voyants, c'est déjà l'amener à davantage activer ses capacités. Alors, c'est justement à ce niveau que se trouve la difficulté. On l'a dit tout à l'heure, il faut déjà que les parents soient prêts ou acceptent que leur enfant se trouve dans cette situation et maintenant inculquer ça à l'enfant aussi. Oui, absolument. L'enfant est l'acteur principal dans le processus. Donc tout ce qui est fait concourt à faciliter sa vie, à s'intégrer socialement, à s'intégrer sur le plan socio-professionnel. Tout ce qui est fait concourt. Maintenant, l'acceptation, il faut très bien que l'expression acceptation du handicap ne soit pas suffisamment péjoratif pour que ça développe chez l'enfant une autre forme de dépendance. C'est-à-dire des expressions du type « vous savez que moi je ne vois pas, alors faites de moi ceci ». En d'autres termes, un enfant qui serait en train de réclamer des mesures spéciales, pour des avantages spéciaux pour lui, parce que tout simplement, donc s'accepter, effectivement, on l'a dit, c'est admettre qu'on est comme les autres. C'est-à-dire qu'on peut facilement devenir... Et là, je suis très heureux quand je vois l'inspecteur en face. La façon avec laquelle il aborde son handicap dit tout sur la relativité qu'il a su inculquer à son handicap. Et aujourd'hui, peut vous dire tout heureux et tout aise, je suis malvoyant, mais c'est comme s'il a envie de dire, regardez, moi, je suis malvoyant, mais j'ai fait telle étude et telle étude, et voici, je travaille. Il y a plein de non-voyants il y a plein de voyants, des hommes, des personnes qui sont dites normales, mais qui n'ont pas pu atteindre la moitié du cursus scolaire qui est le sien. Pourtant, ils ont tous leurs chances avec eux. Ce qui est bizarre, donc, intégrer que le fait qu'on ait un handicap sur le plan visuel ne vous empêche pas, à un moment donné, et ça doit commencer à un âge suffisamment petit, comme c'est le cas de cette petite. C'est vrai qu'on va évoquer ce problème tout à l'heure. Moi, ce que je n'ai pas aimé chez la maman, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on lui pose la question de savoir, un OFTA vous a proposé ceci, quel est le coût que cela, moi j'aurais souhaité qu'elle aille plus loin dans ses... Qu'elle dise par exemple 10 francs, 25 10 francs, 25 francs, ça aurait permis ce soir, n'est-ce pas, de dire, ok, cette chose est faisable ou si elle n'est pas faisable. Mais si nous sortons d'ici avec l'idée qu'on lui a dit que ça c'est faisable, et sans qu'on ait eu une évaluation, à ce moment, les gens ne sauront jamais s'il faille venir ou non vers cela. Mais dans tous les cas,
cette petite qui grandit progressivement et à quelque chose, malheur est bon, c'est que elle va intégrer progressivement, n'est-ce pas, son mal, elle va l'accepter et elle va s'adapter en quelque sorte. Bon, à ce qui fait que à un moment donné, elle va arriver à relativiser, puisque ayant commencé avec cette histoire très jeune, c'est beaucoup plus, et je parle sous le contrôle des malvoyants, c'est difficile pour quelqu'un qui a 25-30 ans, a déjà pris goût à la vie, à la lumière et à la couleur des choses, se rend compte un de ces 4 matins qu'il ne peut pas, que d'autres qui en réalité, et il a utilisé une anecdote, le fait d'être tout petit et de ne même pas savoir qu'on est aveugle alors qu'on l'est, ça peut faire qu'à un moment donné, on le perçoive, c'est-à-dire que la victime le perçoive avec moins d'impact que ceux qui, eux, sont passés d'un bord à l'autre, et qu'on vit avant, et qui tout d'un coup se retrouvent dans un noir obscur. Il y en a qui n'ont jamais su ce qu'on appelle une couleur bleue. Donc du coup, si vous leur dites que le bleu c'est pour X ou pour Y, ça lui dit absolument rien. Mais ceux qui ont vu vraiment la couleur bleue, ils savent que c'est comme ceci. Ah, lorsqu'ils ne peuvent plus la distinguer, c'est un souci. Bon, les 2 dames qui étaient ici, qui sont malvoyantes, j'ai de la peine à croire qu'elles sont malvoyantes. Parce que quand vous voyez l'harmonie des couleurs dans laquelle elles sont mises, leur beau petit maquillage et tout ça là, tu sens que vraiment, ça va, c'est bon. Voilà, c'est ça. Jean-Marie, je ris parce que, vous savez, c'est un travail de longue haleine que mènent chaque jour, que réalisent chaque jour les acteurs du service social, les acteurs du ministère des Affaires sociales, les amener à s'accepter, à se comprendre d'abord, et puis à surpasser le handicap. À surpasser le handicap. Comme je l'ai dit, Lucrèce s'accepterait mieux quand la famille cessera de pleurnicher autour d'elle. Absolument. Parce qu'elle est encore vivante. Elle est pleine de talent. Et j'ai admiré, j'ai dégusté son français. Français à 12 ans, en classe de 5e, elle utilise des expressions très simples à son âge. Vous voyez, ça veut dire que voilà un futur Aimé Césaire. Elle peut être écrivaine, pourquoi pas. Elle a beaucoup de talent en elle. Et vous savez, aujourd'hui, l'école ouvre beaucoup de professions. L'école ouvre beaucoup d'opportunités à ceux qui sont d'abord valides et pourquoi pas aux non-voyants. Je crois que si on abordait ce pan, on pourra comprendre que l'avenir n'est pas totalement sombre pour elle si elle embrasse le côté scolaire. Mais si on se tient à distance, on dit c'est coûteux, c'est onéreux, c'est très cher, il faut affronter déjà. Il faut qu'elle apprenne à lire l'écriture braille, qu'elle apprenne à utiliser l'ordinateur adapté aux non-voyants, qu'elle apprenne à naviguer sur Internet comme le faisons avec tant de facilité, qu'elle apprenne, je dis aujourd'hui, comme mon panéliste d'en face l'a dit, la cécité bien gérée devient, c'est la société qui fait problème et non la cécité quand elle est bien gérée. C'est plutôt la société qui fait problème parce qu'on n'intègre pas, on ne met pas sur pied le mécanisme d'intégration, d'acceptation, d'épanouissement des personnes déficientes visuelles. Par exemple, on a déjà débattu de cela dans beaucoup de nos émissions, les ascenseurs, la réhabilitation routière et bien d'autres, c'est ça. Mais ça ne doit pas être un frein. Il faut qu'elle aille à l'école, s'outiller, c'est ça son arme de combat pour son intégration et son insertion même socio-professionnelle future. D'accord. Alors, docteur Ngwanou, avant d'atteindre cet autre volet, je veux dire, chercher l'école spécialisée, amener l'enfant à comprendre que voilà, tu n'es plus comme ceci, tu es désormais comme ça, ou encore que les parents, il faut quand même que le médecin donne déjà un résultat qui permette à la famille de comprendre que maintenant, les choses ont changé. Oui, effectivement, je ne sais pas où exactement l'enfant est suivi actuellement, mais ce serait bien d'avoir un ophtalmologiste qui fasse le point actuellement de son état visuel, de ce qui peut être fait, où est-ce qu'on en est avec le diagnostic, quel est le pronostic, et qu'on prenne du temps pour expliquer aux parents, parce qu'il faut d'abord que les parents eux-mêmes comprennent. Et la jeune, notre jeune enfant, elle a certaines capacités, donc elle-même elle peut être présente pour qu'on lui présente les choses telles que c'est. Et je pense que par ce counseling, ça va être une base
sur laquelle ils peuvent partir maintenant pour ouvrir d'autres portes ou bien pour savoir où est-ce qu'ils vont. Parce que tant qu'on n'a pas fait ce point-là et qu'à chaque fois les parents ont toujours espoir qu'en allant à gauche ou à droite, ils vont trouver une solution ou qu'elle va retrouver la vue, si elle-même reste dans ce mécanisme-là de je recherche à retrouver ma vue, c'est que ça va la freiner. Ça va la freiner dans son épanouissement. Ça va freiner également les parents, même dans leurs ambitions pour les frères, parce que c'est une famille. Donc ça va les freiner dans leurs ambitions. Je pense que c'est pour le moment. Oui, effectivement. Donc pour le moment, c'est l'occasion de faire le point et de pouvoir leur faire comprendre que pour ce cas-là et pour ce qui est, c'est une malvoyance. Nous sommes encore à l'état de malvoyance parce que je vois qu'elle se débrouille encore très bien. C'est une malvoyance qui peut aboutir à la cécité. Et il faut mener une action pendant qu'on y est, pendant qu'elle est jeune et qu'elle a encore toutes les capacités de pouvoir s'orienter dans la vie. Donc, comme je dis toujours, on peut perdre la vue, mais on ne perd pas la vie. Tant qu'on n'a pas perdu la vie, il y a toujours espoir. Et les espoirs, il y en a tellement. Donc, elle est encore jeune, elle a un avenir vraiment brillant. Donc, c'est ce que je peux dire aux parents. Maintenant, pour ceux qui ont le glaucome, parce qu'il y en a toujours qui en ont, que ce soit des glaucomes congénitaux ou des glaucomes chez les personnes adultes, qu'ils comprennent que c'est une maladie chronique, c'est une maladie cécitante et c'est une maladie, lorsque on a atteint la cécité, c'est irréversible. Parce que c'est irréversible, n'attendons pas quand on sera dans le noir pour commencer à courir un peu partout pour trouver une solution. Même si le médicament est un peu coûteux, en attendant qu'il y ait la CSU dans notre pays, on doit se battre pour que nous puissions par nous-mêmes essayer de maintenir la vue que nous avons. Et je pense que l'État également peut nous accompagner dans cela. Oui, l'État peut nous accompagner dans cela et on a nos maîtres qui sont au programme national de cécité, qui se battent, qui font des plaidoyers par rapport à ça parce que c'est une maladie qui est chronique et qui est chronique comme également le diabète ou bien l'hypertension ou même le VIH où on investit beaucoup. On pourrait également investir dans ce domaine-là pour alléger le coût des examens, alléger le coût même des médicaments. Parce que comme elle le disait si bien, il y a des médicaments, pour un mois, quelqu'un peut être à 20 000 francs ou un peu plus. Ce n'est pas donné à tous les Camerounais de souffrir cela. Mais il serait important que quelque chose se fasse. D'accord. Tant de Paul Fils, c'est une préparation psychologique qu'il faut forcément pour cette famille. Oui, forcément. Une préparation psychologique parce que tout à l'heure, le médecin parlait du niveau de sévérité de son trouble. Elle disait que pour le moment, c'est une malvoyante. Mais en même temps, elle signalait qu'il y a une évolution possible qui peut tendre vers la cécité. Et il faudrait donc faire ce point-là, une évaluation globale et faire intervenir plusieurs professionnels. Donc une prise en charge pluridisciplinaire. Ici, on aura donc l'ophtalmologiste ou bien l'ophtalmologue, on aura certainement l'opticien. Je ne sais pas si pour ce cas, on peut avoir besoin de lunettes, je ne sais pas, mais on a aussi besoin des éducateurs spécialisés, ceux qui ont été formés pour enseigner sur le braille, même si aujourd'hui elle fait encore usage de ses yeux. Mais vous voyez que c'est vraiment pénible. Elle est obligée de se rapprocher du tableau ou bien de son cahier. Elle peut continuer à lire, n'est-ce pas? Mais en même temps qu'elle commence déjà à se mettre sur le braille, qu'un enseignant de braille commence déjà à la former et qu'elle soit donc préparée aussi par un psychologue, qu'elle soit suivie par un psychologue qui va l'aider à gérer ses émotions, qui va aider les parents aussi à gérer leurs émotions à eux aussi, parce que la souffrance, elle est partagée dans toute la famille. Maintenant, il faut des structures d'accueil, il faut des écoles, une école capable de l'accueillir
véritablement une école dans laquelle on tiendra compte de son handicap, de son déficit. Parce que là où elle va, vous voyez qu'il y a des moqueries, que ce soit en classe, que ce soit dans la cour, tout ça ne l'aide pas du tout. Émotionnellement, elle est vraiment éprouvée. Donc, il faudrait une structure adaptée, une structure qui a la culture d'acceptation des personnes à besoins spécifiques. Je crois que dans un tel environnement, elle va pouvoir mieux s'épanouir et elle donnera le meilleur d'elle-même. Parce que là, vous la voyez là, elle est capable de beaucoup de choses. Elle peut être première de la classe malgré son handicap. Elle peut même passer des classes, comme on dit souvent vulgairement, sauter des classes parce qu'elle en a la capacité. Donc c'est une fille brillante et il ne faudrait pas que son handicap la limite autant que ça, qu'on lui donne toutes les chances qu'il lui faut en l'entourant avec tous les professionnels qui peuvent intervenir pour l'aider à donner justement le meilleur d'elle-même. D'accord. Avant de donner la parole à Ange Romain qui veut forcément dire quelque chose tout à l'heure, mais Maurice Somo, il est question maintenant que l'on passe dans des propositions de solutions par rapport à ces différents cas qui sont passés sur ces antennes. Je vais dire en première partie, c'est vrai que chaque cas a sa spécificité. On a d'ailleurs entendu des témoignages. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Qu'est-ce que l'enfant devrait avoir comme leçon à retenir de ce qu'on s'est dit depuis le début? Bien. Peut-être d'abord ses parents et ensuite... Oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut commencer. Oui. Il faut commencer d'abord par les parents autour. Quelle est la responsabilité qui est celle des parents en de telles circonstances? Je voudrais que les parents ne dépriment pas. D'abord, il faut imprimer cette dépression qui va devenir communicationnelle, donc qui va plonger l'enfant dans un désespoir le plus total. Des émotions telles que celles que nous avons vues ce soir sur ce plateau ne participent pas à conforter l'enfant dans le combat qu'elle est en train de mener pour sa vie. C'est-à-dire quand on voit papa ou maman qui pleure sans arrêt, c'est une façon de dire c'est foutu parce que c'est les parents qui sont la source de l'espoir. L'enfant, la maman doit faire donc désormais un effort de ne pas afficher aux yeux de l'enfant la détresse qui est la sienne, même si elle la ressent, elle doit tout faire pour au contraire reconforter l'enfant et lui susciter en elle l'espoir qu'un jour quelque chose pourra se faire. Et pour ça, les parents doivent être eux-mêmes déjà suffisamment bien forts et croire d'abord eux-mêmes les parents que quelque chose peut être fait. Je mets juste une parenthèse comme ça pour la première qui était là, qui a dit que son mal est mystique. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que ça ne peut pas, le médecin a dit que ça ne peut pas avoir été dit par un médecin, mais ça doit avoir été dit par son entourage qui l'a conforté à l'idée que ce type d'affection peut être d'origine mystique. Nous avons beau être africains, mais je crois que c'est un discours très peu rationnel qui doit être sorti de la lexique, du discours qui doit se tenir autour de ces personnes. Donc, il y a un travail à faire par ça. Nous sommes dans une société où c'est l'individu qui s'adapte à l'école et non l'école qui s'adapte à l'individu. Ça, il faut comprendre les choses de cette façon-là. Ça veut dire que quelqu'un de malvoyant qui va à l'école ne trouve pas une structure sous forme d'une matrice prête à l'accueillir. Non, c'est à l'individu, c'est à l'enfant en situation de besoin qui va donc s'adapter aux autres. On ne va pas, ce n'est pas facilement qu'on va, malgré les problèmes de vision, je ne sais pas, la vue, c'est ça, madame? On dit des problèmes de vue. Oui. Voilà. Malgré les problèmes de vue qu'elle a, ce n'est pas pour autant qu'on va lui aménager une place au premier banc. Oui. Bon, on lui dira que c'est pour des personnes de courte taille. Toi, tu es géant, tu ne peux pas rester au premier banc. C'est une des preuves qu'en fait, l'école ne s'est pas préparée à cela. La preuve, elle le dit même dans le reportage, que ses amis la chassent souvent du tableau pendant qu'elle va chercher à savoir qu'est-ce qu'on a écrit. Voilà. On dit, mais dégage là, nous aussi, nous avons besoin de lire. Voilà, c'est pourquoi nous n'allons jamais cesser, nous autres, d'interpeller les pouvoirs publics.
moi avec, puisque je suis l'administration publique, nous devons, en tant que pouvoir public, faire tout ce que nous pouvons pour prendre en compte cette frange de la population qui a des besoins spécifiques. On ne peut pas comprendre que les handicapés visuels constituant, je ne sais pas, monsieur l'inspecteur, quel est le pourcentage de handicapés visuels dans notre pays actuellement? Vous avez une idée? Bon, en fait, les handicapés, en général, constituent le 15% de la population camerounaise. Et si les déficients visuels montent à 5,6%, ça fait environ 2,7 millions à 3 millions de handicapés visuels au Cameroun. C'est énorme. C'est donc oui, malvoyants et non-voyants. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'on peut être dans une société avec la prétention d'être sur un système inclusif et ne prendre aucune disposition pour plus de 2 millions de compatriotes qui vivent dans cette situation? Parce qu'en réalité, vous avez beau dire que, mon collègue a dit tout à l'heure qu'il y en a partout. Moi, j'ai dit non. Il n'y en a sûrement pas suffisant, en tout cas. La preuve, cette petite fille qui est dans la ville de Douala, c'est-à-dire que dans la ville de Douala, qui est quand même une forte métropole, où on sait qu'il y a une forte concentration de ce type de population, on devrait avoir dans ce quartier, dans chaque quartier, une structure prête à l'accueillir. Et il n'y en a pas. Donc, c'est pour dire que nous devons donc aller véritablement dans la réalité d'un système inclusif en développement des structures qui puissent accueillir ce type. Je vais ressortir avec une observation que le médecin a faite tout à l'heure. Cet enfant est encore au stade où elle peut se rapprocher du tableau, regarder et lire. Pour moi, c'est un atout extrêmement important. Il y a quelque chose qu'il faut encore préserver. Et si j'ai bien suivi ces analyses, c'est tout ce qui peut être fait, c'est maintenir les fibres de façon que la détérioration ne se poursuive pas. Pour moi, ce soir, au lieu de réfléchir... Il faut une prise en charge permanente. Voilà, il faut une prise en charge permanente. Je crois donc qu'il faut donc qu'on soit réaliste vis-à-vis de la maman et lui dire, dès ce soir, qu'au lieu de mener un combat qui est extrêmement onéreux, pour lequel nous n'avons pas l'absolue certitude, il faut au moins préserver ce que la petite a encore. C'est-à-dire que je préfère encore cette petite qui a le cahier collé à ses yeux, mais qui peut lire ce qu'elle voit, qu'une petite qui allait faire des grandes opérations ou en est sortie sans rien du tout. L'effort qui doit être fait aujourd'hui doit être dans le sens de comment lui rassurer, lui assurer, n'est-ce pas, une prise en charge qui puisse maintenir ou préserver. N'est-ce pas, ce qui lui reste encore de vue et qui, à mon sens, est extrêmement important. J'étais mort de désespoir pour cet enfant. Mais quand j'ai regardé le reportage tout à l'heure, j'ai constaté que quand elle se rapprochait du tableau, elle parvenait quand même à lire. Ici, elle savait que ce n'était pas le mot, elle effaçait, elle reprenait. J'ai dit, mais c'est de l'espoir. C'est vraiment beaucoup d'espoir pour cette petite. Il faut s'accrocher sur ce petit espoir qui est là et le maintenir de façon à lui donner une vie normale. D'accord. Ange Romain, nous sommes dans les propositions de solutions. Proposition de solution, je commence par les parents. L'enfant devrait déjà s'approcher, comme je l'ai dit, des services sociaux pour une prise en charge holistique, c'est-à-dire d'abord psychosociale, pour l'orientation sur le plan des aides et secours aux personnes nécessiteuses et indigentes, parce qu'à l'heure de la décentralisation, c'est les collectivités décentralisées qui gèrent maintenant l'assistance financière dédiée aux personnes nécessiteuses et indigentes. Mais le dossier peut se constituer à partir d'un centre social. Elle habite Papas, c'est PK14, ça veut dire qu'elle dépend du centre social de Douala 3e, qui est logé à Dorbet, c'est-à-dire vers le jardin maternel à côté des rails. C'est là, Douala 3e. Je l'invite à déjà s'y rendre. J'invite l'enfant aussi. En fait, elle doit s'y rendre avec l'enfant. L'enfant doit aussi aller pour bénéficier de cette prise en charge psychosociale qui vise à la préparer à comprendre que même si elle ne perd pas la vue totalement au cours de sa vie, la vieillesse fera automatiquement que ses fibres optiques s'affaiblissent et que la cécité soit totale. Mais ouvrir l'œil totalement pour lire
un cahier ou le tableau sur lequel se trouve la craie, qui est aussi un produit chimique, bon, ça fait encore problème. Une autre solution serait qu'elle se rapproche de l'association Pavillon Blanc, c'est vers le stade Marion, le stade SICAM, vers l'université, parce que cette association a pour objectif de transcrire les livres des petites écritures en écriture plus large. Ça lui permettra d'accéder facilement à tous les textes de son établissement. Maintenant, s'il s'avère que cette autre façon, cette autre mesure n'est pas du tout acceptée, ou au moins j'assigne à cela le fait qu'elle puisse se rapprocher de l'école inclusive de Bali. L'école inclusive de Bali qui est tenue par l'association AFISA, Association pour la formation et l'inclusion sociale des aveugles du Cameroun. Elle doit se rapprocher de AFISA. AFISA est logée derrière la mairie de Douala 2e. Derrière la mairie de Douala 2e, et c'est une association tenue par Robert Coco. Elle se rapproche de cette association parce que l'enfant, en échangeant déjà avec ces deux grandes sœurs qui sont ici et bien d'autres que nous n'avons pas voulu amener ici parce que vous m'avez demandé juste 2 personnes, 2 autres personnes, elle comprendra déjà qu'elle n'est pas seule dans sa situation. En voyant ses sœurs et ses frères non-voyants s'épanouir, elle aussi elle va s'épanouir et ça va réveiller le génie que les frustrations des autres font dormir en elle. Et elle redeviendra la personne que Dieu a voulu qu'elle soit, non-voyante ou pas, elle le sera. Donc, en poursuivant, je voudrais dire que elle devrait aussi, je prends sur moi déjà la décision, en fait, l'engagement de l'inscrire dans l'association Sodéviac, qui est la solidarité des déficients visuels actifs du Cameroun, que j'ai moi-même mis sur pied depuis un bon bout de temps. Je prends sur moi l'engagement de l'y inscrire. Et comme parfois, peut-être, la personne qui n'est pas non-voyante lui parle, elle ne peut pas comprendre, elle va mieux interagir avec ses sœurs. Moi aussi, je serai là pour apporter un accompagnement à la fois technique et à la fois psychosocial pour qu'elle puisse rapidement s'intégrer dans la société. Maintenant, le facteur... C'est déjà une bonne nouvelle en tout cas pour... Justement. Le facteur financier, les coûts du matériel, du braille, est onéreux parce que le matériel n'est pas fabriqué au Cameroun. La canne blanche n'est pas fabriquée au Cameroun. Donc, il n'est pas exclu aux téléspectateurs de tenir la main tendue de la maman, de lui apporter un appui quelconque pour pouvoir la soutenir, soit sur le chemin de l'achat des médicaments pour maintenir la petite vue qu'elle a encore aujourd'hui, soit sur le chemin de l'inscription, de l'intégration dans une école inclusive pour les déficients visuels. Je voudrais donc dire que c'est à ce prix que nous pouvons, qu'elle peut s'en sortir dans la vie. D'accord. Docteur Ngwanou, nous sortons de l'émission. Maintenant, il est question de faire des propositions importantes pour elle. Elle a encore quelque chose qu'on peut exploiter. Monsieur Soumo l'a rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut, comment faire pour maintenir cette petite flamme? Il y aura le traitement médical qui doit être fait, c'est-à-dire qu'il y aura des traitements antiglaucomateux qu'elle va utiliser. Il y aura également sûrement des lunettes ou bien elle aura besoin d'un service de basse vision pour lui l'outiller en des loupes et autres qui pourront améliorer sa lecture pour qu'elle puisse être à l'aise. Et en plus de cela, il faut tout l'outillage adapté aux malvoyants ou aux non-voyants dont elle aura besoin pour pouvoir mieux s'épanouir. Et je voudrais également encourager encore Florandel parce que ce n'est pas toujours évident pour des personnes qui ont un handicap visuel de s'épanouir, mais de les voir, ça nous donne de l'espoir et ça aide également ceux qui sont non-voyants de savoir qu'ils peuvent encore faire des choses et ils ont des potentiels. Pour Christelle également qui a la rétine pigmentaire, la vision nocturne est toujours un peu difficile pour ceux qui ont la rétine pigmentaire du fait des bâtonnets qui sont déficients, mais très souvent, leur malvoyance leur permet également de pouvoir faire quelque chose quand ils ne se découragent pas. Donc, elle également, c'est
un espoir, c'est quelque chose, c'est un exemple pour notre jeune fille qui comprendra que même si on est malvoyant ou non-voyant, on peut encore faire des choses. Et je voudrais rappeler que ceux qui sont albinos, atteints d'albinisme oculocutané, ont souvent aussi ces problèmes-là, mais ça ne les empêche pas de s'épanouir dans des domaines divers. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui ont le glaucome qui ont des problèmes ou des difficultés en ce qui concerne la vision, mais pour tous ceux qui sont encore tout petits, que les parents puissent les amener en consultation. Parce que l'amblyopie, c'est-à-dire que le fait que l'œil n'ait pas appris à voir, parfois est un gros handicap pour ces jeunes enfants-là. À un moment donné, même avec les lunettes, on n'arrive pas à améliorer leur vision. Donc, plus on les amène tôt, plus il y a des choses à faire, plus la prise en charge est effective et efficace. Et ça permet donc qu'on puisse avoir des résultats, que la famille, que la société soit contente du résultat qu'on obtient. Alors, vous êtes médecin, vous travaillez, c'est vrai, pour une structure publique. Il est possible pour Ange Lucrèce de venir pour une consultation et faire le point de sa situation véritablement? Bien évidemment. Vous lui permettez ça? Vous lui offrez ça, je veux dire? On va voir avec la hiérarchie, donc je ne pense pas que le directeur de l'hôpital va refuser ça. Oui, c'est un homme très ouvert, ça on le sait. Je pense qu'on est assez généreux et on a un service social aussi dans l'hôpital qui peut très bien, s'occuper. Pour ça, ils sont battus. Donc, il peut très bien subvenir à sa prise en charge. Moi, je pense qu'on peut la soutenir. Ça ne va pas faire tomber l'hôpital. Je ne pense pas. Donc, c'est possible qu'on la voie et qu'on fasse quelque chose pour elle. Et ça n'empêche pas également que les téléspectateurs puissent se soutenir parce que ce n'est pas toujours évident pour des familles modestes qui ont ces situations de pouvoir gérer à fond ou prendre à bras le corps ces challenges qu'il peut avoir concernant ce genre de cas. Donc, ce serait très important que les téléspectateurs puissent les soutenir pour que la famille retrouve du sourire. Très bien. Le sourire, c'est le sourire recherché justement par les parents de Ange Lucrèce et même celles qui sont passées déjà sur ce plateau. On a entendu aussi Christelle qui dit elle a besoin de faire quelque chose. Elle a besoin également de soutien pour l'encourager à sortir de l'oisiveté parce que rester dans ce volet-là sans rien faire peut l'amener à réfléchir autrement aussi. Donc même si elle nous a dit qu'il y a des gens qui viennent l'observer de temps en temps. Donc, oui, alors, ici, il est question justement de trouver un peu de moyens pour accompagner la petite Ange Lucrèce dans sa prise en charge pour ne serait-ce que maintenir cette petite flamme qui lui reste. Oui, nous l'avons dit assez. La maman est l'élément fondamental sur lequel je pense qu'il faudrait que moi, psychologue que je suis, qu'on puisse lui apporter cet accompagnement-là qui va lui permettre... Ça, c'est un autre engagement. Merci si vous voulez, oui, parce que vous avez vu comment elle était fragilisée, elle a fondu en larmes à plusieurs reprises, parce que, j'ose le dire, hein, on n'a pas beaucoup entendu dans son développement l'évocation d'un homme, c'est-à-dire le papa de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je pense que elle a une charge quand même importante, et peut-être qu'elle est seule, entre guillemets. Non, le papa est là, il existe. Le papa est là. Oui. Bon, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Il faudrait que ce papa et que cette maman soient soutenus, soient accompagnés pour que le discours et les émotions qui apparaissent chaque fois qu'elle voit la petite Lucrèce soient des émotions positives, soit des discours positifs de nature à pouvoir véritablement l'aider à rester positive elle aussi, parce que chaque fois que elle va se mettre à pleurer, c'est vrai que c'est pas évident, non, c'est pas évident hein, pour cette maman, mais je dis qu'elle a besoin de voir les choses autrement, parce que la façon, le regard qu'elle pose sur le cas de son enfant, c'est ce type de regard là
qui fait en sorte que chaque fois elle soit ébranlée. Donc il faudrait qu'elle change de perception, de représentation de la souffrance de sa fille. Je pense que si elle le fait, elle pourra mieux soutenir et accompagner cet enfant-là. Il y a un gros travail à faire sur la maman. Et vous avez vu que même la petite, quand elle évoquait ses limites, elle fondait en larmes. Elle fondait en larmes chaque fois. Elle veut aider sa mère, elle veut faire comme d'autres enfants, voilà. Mais elle n'a pas de possibilité. Elle n'a pas de possibilité. Et quand elle le disait, vous voyez, les larmes ne cessaient de couler. Et on voit qu'il y a aussi une souffrance qu'il faut dépasser. Il faut dépasser cette souffrance-là, se mettre à un certain niveau et continuer à avancer vers l'insertion. Parce que la finalité, c'est ça. Vous avez vu les deux dames, il y a une qui est enseignante, l'autre est à la recherche d'un emploi. Mais avant d'arriver là, il y a un parcours. C'est le parcours vers l'insertion. Et dans ce parcours, on rencontre des personnes, on rencontre des structures, on visite des lieux. Et c'est la somme de cette expérience-là qui nous permet de finalement nous insérer socialement et puis professionnellement. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Maurice, c'est vrai qu'on a fait le tour. Oui. Sauf si vous voulez ajouter oui, quelque chose, parce que nous sortons de l'émission. Je vais sortir en posant une préoccupation d'ordre existentiel. Oui. C'est en fait la question qu'on se pose. Nous sommes sur Terre, pourquoi vivons-nous en réalité? Lorsque nous avons une enfant comme celle-là, tout ce à quoi nous aspirons, c'est qu'elle puisse faire son école, qu'elle puisse plus tard trouver un petit boulot, qu'elle puisse, comme elle est une femme, trouver un homme avec qui elle va fonder un foyer, puis des enfants. En dehors de ça, il n'y a rien. Mais quand nous posons cette préoccupation, est-ce que le handicap visuel qu'elle a l'empêche de développer cette existence? Pas du tout. Et lorsque nous avons dit non, et qu'il est possible qu'elle s'intègre, du coup, nous avons tout relativisé. Elle est la petite, vous la voyez bien dodue, bien mise et tout. C'est une belle petite en devenir. Et celle qui était assise ici a dit, il y a des gens qui viennent par curiosité et qui calent. Bon, donc, il n'est pas exclu que ce soit une belle petite qui a un avenir, qui est tout établi. Moi, je crois que si elle nous a suivis ce soir, nous lui disons en direct qu'elle a toute la vie devant elle. Il n'y a aucune raison qu'elle baisse les bras, qu'elle continue de combattre. Et je vais sortir en disant simplement, comme mon collègue Tan l'a dit, nous allons nous mettre ensemble pour l'aider. Pour l'aider parce qu'en fait, le type de handicap qu'elle a va imposer une certaine prise en charge, même sur le plan scolaire. Une définition d'un profil, d'un parcours scolaire spécifique à des personnes comme elle. Là-dessus, nous allons nous mettre ensemble et réfléchir pour donner le coup de main qu'il faut pour cela. Bon. Et là, nous n'allons rien demander pour. N'est-ce pas? Tout à fait. Ah ben voilà. Alors, merci déjà. Oui, une seconde. Une seconde? Oui, juste une seule pour préciser quand même que par rapport aux deux dames qui sont passées autrefois, vous avez apparemment, elles ont même suivi, elles ont bénéficié d'un surdosage de relativisme de leur handicap. Au point elles n'ont pas pu, je l'ai dit, je le sais parce que je les vis au quotidien, je les côtoie au quotidien. En réalité, pour le cas Christelle, il faudrait je souhaiterais que les téléspectateurs lui tiennent la main pour pouvoir l'aider à mener une activité génératrice de revenus. Comme elle a sitôt dit, la mairie de la 5e, via ma modeste personne, l'avait soutenue dans le cadre des aides et secours aux personnes nécessiteuses. Mais elle a son loyer sur la tête, elle a la prise en charge de sa fille de 9-10 ans sur la tête, elle a sa propre vie à gérer, elle a son intégration, donc il faut des moyens un peu plus consistants et plus considérables. Enfin, Florandel, de son côté, elle attend le résultat du CAPIEM. Lorsqu'elle vous dit qu'elle est élève maîtresse, elle a fait le CAPIEM, elle attend le résultat. Ça sera automatiquement positif. Mais à côté, elle veut aborder l'université et faire psychologie. Elle veut fréquenter, faire un peu de psychologie. Elle veut suivre les pas de mon compagnoniste de droite. Elle veut faire psychologie. Et je crois qu'en faisant psychologie, elle aura besoin d'un appui parce que le matériel didactique braille est très onéreux. C'est vrai que et elle bénéficiera de l'exonération des droits universitaires. C'est normal, il faut déjà dire merci à cette autodisposition que beaucoup ne connaissent pas. Parce que beaucoup de personnes enferment encore leurs enfants handicapés visuels aujourd'hui dans la maison parce qu'ils se disent comment vais-je faire? Je dis il faut s'approcher de la rivière, la meçon en main pour savoir comment est-ce qu'on pêche le poisson. Merci. C'est sur cette note
je vais dire, un zeste d'humour, puisque vous le dites d'ailleurs. Merci déjà à toute l'équipe, à tous ceux qui sont venus. Merci à vous, Maurice Somo. Merci à Dr Ngwanou. Merci à Tande Paul Fils. Et également à vous, Ange Romain. Et à nos chers téléspectateurs qui sont restés très attentifs, je l'imagine, sur tout ce qui a été donné ici comme explication sur les différents cas proposés ce soir dans le cadre de cette autre édition de Regard Social. Et là, vous avez compris, des engagements ont été pris pour encadrer justement cette fillette, je veux dire Ange Lucrèce, qui est âgée simplement de 12 ans et qui va en classe de 5e. C'est déjà une bonne chose pour elle et pour ses parents aussi. Donc il faut simplement l'encadrer et lui trouver un peu de moyens pour l'achat des médicaments. Question de préserver cette petite flamme qui lui reste là pour qu'elle puisse davantage évoluer dans ce sens et avant de trouver ce centre de formation spécialisé. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui accompagne donc la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Séverin Tchoumbang, Eric Ouattad, Cédric Chouna, Cédric Nana également. Madame, Messieurs, merci à ce public qui est toujours là, comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Bonsoir à tous.